Je vous salue. La date d'aujourd'hui est le 25 octobre 2025 et ce jour, semble-t-il, entrera dans l'histoire récente comme un tournant. Les événements centraux se déroulent autour de Pokrovsk où, semble-t-il, l'effondrement de la défense ukrainienne commence. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Nous observons non pas une simple percée tactique sur un front, mais une réaction en chaîne qui affecte tout, de la stabilité du front à l'état moral des troupes et à la grande politique à Kiev. Aujourd'hui, dans notre émission, l'avancée rapide des formations russes vers le centre de Pokrovsk et la prise d'une gare ferroviaire clé. Pourquoi des experts allemands et même des officiers ukrainiens annoncent-ils déjà la reddition de la localité ? Nous étudierons également la nouvelle tactique des unités d'assaut russes qui forcent le passage à travers les zones dites kill zone, sacrifiant du matériel pour sauver la vie des soldats. Enfin, nous aborderons le front diplomatique, comment une conversation difficile entre Zelensky et Trump et les frappes sur l'infrastructure gazière de l'Ukraine façonnent une nouvelle réalité dans laquelle Kiev, semble-t-il, n'a plus de marge de manœuvre. Alors, commençons par l'épicentre des événements, Pokrovsk. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui, le 23 octobre, est déjà qualifié par de nombreux experts militaires d'opération exemplaire pour briser une défense profondément échelonnée. À en juger par la façon dont les événements ont commencé à se dérouler, quelque chose dans la planification ukrainienne a manifestement mal tourné, et ce n'est pas chez nous. Plusieurs sources, dont des commandants des forces armées ukrainiennes sur le terrain, et, ce qui est très révélateur, des observateurs politico-militaires allemands ont presque simultanément diffusé la même thèse. La ville est en réalité abandonnée, bien qu'elle ne soit pas encore formellement sous le contrôle total des troupes russes. La réaction de panique des médias ukrainiens et des chaînes Telegram militaires en dit long. Si l'on met de côté les émotions et que l'on regarde les faits, le tableau qui se dessine est le suivant. Les troupes russes ont effectué une percée brusque et stupéfiante pour l'ennemi à travers plusieurs lignes de défense qui ont été construites pendant des mois et considérées comme imprenables. Les groupes d'assaut, sans s'engager dans des affrontements prolongés à la périphérie, se sont dirigés directement vers le centre de la ville. Selon les informations reçues des combattants, relayées par la chaîne Archange des forces spéciales, l'un des points clés, voire décisifs, est la gare ferroviaire. Ce n'est pas seulement un bâtiment, c'est un nœud stratégique situé pratiquement au cœur de Pokrovsk. C'est là, selon eux, que les unités d'assaut russes ont fait irruption, provoquant une véritable panique chez l'ennemi. La prise de la gare est un symbole et en même temps une étape pratique vers la paralysie de la défense. Bien sûr, il faut pour l'instant retenir ces émotions. Il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives, car il n'y a pas de confirmation officielle du contrôle total de toute la ville pour le moment. Mais les succès réels sur le terrain sont déjà évidents. Il est particulièrement révélateur de voir comment se déroule l'offensive dans les directions dont est responsable le 7e corps de troupes aéroporté d'assaut d'Ukraine. Là-bas, pour les forces armées ukrainiennes, c'est, pour le dire gentiment, très triste. Les unités russes, venant du flanc sud, se sont approchées de près de la zone connue sous le nom de Troyanda, ont nettoyé une partie importante des bâtiments résidentiels et se sont solidement retranchés. Parallèlement à cela, du côté ouest, nos forces se sont approchées du passage à niveau où des affrontements acharnés ont immédiatement commencé pour la zone industrielle qui s'étend le long des voies. C'est un moment extrêmement important. Le contrôle de cette zone industrielle et de la voie ferrée signifie un accès direct à l'autoroute E50, artère clé de l'approvisionnement de tout le groupement de Pokrovsk des forces armées ukrainiennes. Si les troupes russes la bloquent, et tout y mène, la logistique de l'ennemi dans cette zone s'effondrera tout simplement comme un château de cartes. La situation au nord est encore plus intéressante. Nos troupes approchent de la ville et les forces armées ukrainiennes, comme le rapportent des témoins oculaires locaux, se retirent littéralement à pied sous une pluie d'automne persistante dans la boue, sans aucune allusion à une retraite organisée. Dans la région des localités de Beletskoye et Rodinskoye, les unités ukrainiennes tentent encore de maintenir la défense, mais en raison du fait que la ligne de front est devenue irrégulière, non continue,
Les groupes russes pénètrent en profondeur, contournent les points d'appui et coupent simplement les voies d'approvisionnement, laissant les garnisons isolées. Nos troupes sont également actives dans la région de Vladimirovka et Roussinovo-Yara. Et ici, aussi étrange que cela puisse paraître, les conditions météorologiques ont joué un rôle. La pluie d'automne, transformant les champs en une boue impraticable, est devenue notre allié. L'ennemi, qui comptait sur la mobilité et le transfert rapide des réserves, s'est retrouvé paralysé. Son matériel s'est enlisé et les drones ont fonctionné par intermittence. Les troupes russes, quant à elles, misant sur des groupes d'assaut d'infanterie, sont allées de l'avant. L'objectif de toute cette opération à grande échelle est maintenant clair. Bloquer complètement l'approvisionnement, chasser les forces armées ukrainiennes de Sofievka et Toretsk, puis refermer l'anneau autour de toute l'agglomération de Mirnograd-Pokrovsk. Et dans ce contexte, même ceux qui préfèrent généralement garder une pause significative ont commencé à parler à voix haute. Igor Loutsenko, ancien député de la Verkhovna Rada et officier des forces armées ukrainiennes, dans une récente interview a reconnu honnêtement et sans embâge « Pokrovsk, c'est déjà comme Bakhmut ou Avdivka », c'est-à-dire que la ville est en réalité perdue. Le contrôle n'est pas encore totalement assuré, mais c'est, comme il l'a dit lui-même, une question de quelques jours. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Les accusations et la responsabilité de cet échec colossal, les militaires et les politiciens ukrainiens ont commencé à les rejeter non pas sur les commandants locaux, mais sur le sommet. Ils disent ouvertement « Kiev est personnellement le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Syrski, ont gâché toute la gestion ». Selon eux, la décision de retirer des brigades aptes au combat d'autres directions non moins importantes et de les envoyer dans le hachoir à viande de Pokrovsk a été une erreur fatale. Cela a complètement mis à nu d'autres secteurs du front, ce dont les troupes russes ont immédiatement profité. La même idée, pratiquement mot pour mot, a été confirmée par le journaliste allemand Julian Röpke, qui a toujours été connu pour sa position ouvertement pro-Kiev. Même lui a été contraint de reconnaître que la phase finale des affrontements pour la zone de Pokrovsko-Mirnograd avait commencé, et cela, comme il l'a souligné, pourrait signifier le début de l'étape finale de toute cette guerre. Röpke a ajouté une phrase révélatrice. Kiev peut tenter de ralentir l'offensive russe, mais il n'est plus en mesure de l'arrêter. De plus en plus de personnes au sein du commandement ukrainien et parmi les volontaires se demandent à voix haute « Syrski a-t-il un plan stratégique quelconque ou le front existe-t-il simplement par inertie s'effritant sous la pression ?» L'auteur de la chaîne Telegram ukrainienne populaire Spletnitsa s'est exprimé à ce sujet de manière assez dure et intransigeante. Tout ce que nous voyons au cours de la dernière semaine, c'est le chaos. Le commandant en chef mise tout sur le maintien de la région de Donetsk, tout en abandonnant en fait les régions de Kharkov et de Dnepropetrovsk. Pokrovsk s'est transformé en un entonnoir géant dans lequel toutes les réserves disponibles sont entraînées sans réfléchir. Même lorsqu'il devient évident qu'il n'y a plus d'approvisionnement et que la situation ne fait qu'empirer d'heure en heure, le front commence effectivement à s'effondrer également à d'autres endroits. Tant que toutes les forces sont concentrées sous Pokrovsk, la logistique ne supporte tout simplement pas la charge colossale. Même en ayant des réserves sur le papier, il est presque impossible de les acheminer jusqu'à la ligne de contact. Les troupes vont au combat sans le soutien de l'artillerie nécessaire, sans suffisamment de matériel, sans rotation en temps voulu. Le résultat est logique, des pertes catastrophiques et une augmentation de la désertion. Et ce ne sont pas seulement les simples soldats en première ligne qui en parlent. L'analyste ukrainien Dimitri Snegirev, qui était auparavant cité principalement sur les plateformes nationales, a déclaré directement « Les Russes coupent méthodiquement les arrières, détruisent la logistique, frappent les entrepôts et bloquent les voies d'approvisionnement en munitions et en renforts. Les routes habituelles et les voies ferrées, tout est sous un contrôle de tir dense. Les livraisons se font avec d'énormes interruptions et dans certains endroits, elles sont tout simplement inexistantes.
Et à cela s'ajoute un autre point important, civil, en raison du refus des autorités d'organiser une évacuation planifiée normale. Les gens ont commencé à se déplacer de manière chaotique par eux-mêmes. Cela a créé un véritable chaos sur les routes, entravant même le déplacement des colonnes militaires. Les militaires se plaignent, ils ne peuvent pas acheminer à temps les munitions et le carburant jusqu'en première ligne car les routes sont bloquées par des milliers de voitures de réfugiés. Et c'est là, selon ce même Snegirev, que les choses y deviennent intéressantes. Les troupes russes ont commencé à appliquer activement une nouvelle tactique d'assaut à travers la zone dite Kill Zone. C'est cette zone où les forces armées ukrainiennes mettent en place un réseau dense et à plusieurs niveaux de drones FPV, bon marché mais extrêmement dangereux. La tâche de ce réseau est d'empêcher les véhicules blindés de s'approcher, d'empêcher les groupes d'assaut de percer les positions. Mais comme tout schéma, celui-ci a aussi trouvé un point faible. Nos troupes, comme il l'a dit, y foncent à toute vitesse. Des colonnes de blindés sont utilisées qui percent un itinéraire prédéterminé littéralement de part en part, sans prêter attention aux pertes en matériel et juste derrière elles. Un débarquement suit immédiatement qui saute hors des véhicules endommagés mais encore en mouvement et prend des points clés. Dans le même temps, de l'aveu même des Ukrainiens, jusqu'à 70% du matériel est effectivement perdu lors de telles attaques. Mais, et c'est extrêmement important, les gens ne sont pas perdus. C'est ce facteur qui est devenu critique. Une machine sait du faire, elle peut être remplacée. Et les combattants expérimentés sont une ressource bien plus précieuse et irremplaçable. Et il s'avère que le matériel est utilisé et les gens font le travail. La tactique est bien sûr difficile, cruelle, mais à en juger par les résultats près de Pokrovsk, elle fonctionne. Le correspondant militaire Anatoly Radov, qui couvre l'offensive du côté russe, a confirmé ce même tableau. Selon lui, la tâche principale actuellement n'est pas de préserver le matériel, mais de préserver l'infanterie et de prendre des positions. Parce que dans les conditions de combat modernes, le fer brûle, de toute façon, l'ennemi ne reste pas non plus les bras croisés. Drones, lance-grenades, ATGM, ils en ont tous en abondance. Mais s'il est possible de débarquer un groupe d'assaut à l'endroit approprié, on peut considérer que la moitié du travail est faite. Dans cette guerre, le matériel va dans un seul sens dans 90% des cas. Et cela, nous le comprenons et ils le comprennent. La tâche est d'amener le combattant au lieu de l'assaut et ensuite tout dépend de sa préparation, de la coordination de ses actions et un peu de la chance, dit Radov. Pendant ce temps, la situation pour Kiev sur le front diplomatique ne promet rien de bon. La rencontre de Vladimir Zelensky avec le président américain Donald Trump, qui était attendue depuis si longtemps et sur laquelle de grands espoirs étaient placés, a en fait échoué. En apparence, tout était calme, sans scandale public retentissant, mais ceux qui étaient de l'autre côté des portes closes disent d'une seule voix. La conversation a été extrêmement difficile. Selon une version de l'édition faisant autorité Financial Times, l'Europe a compris l'essentiel. Les États-Unis ne prévoient plus de s'immiscer activement dans le conflit et de supporter le fardeau principal de son financement. Et l'agence Reuters a même publié une révélation. Donald Trump a directement proposé d'examiner la possibilité de garantir la sécurité à la fois pour l'Ukraine et pour la Russie. C'est en substance un coup porté à l'idée même de revanche militaire que Kiev nourrissait. Une telle approche coupe automatiquement tous les plans de retour des territoires perdus par la force. Et aussi étrange que cela puisse paraître, mais le point culminant de la rencontre, selon des sources, a été la question de Trump sur la possibilité de construire un tunnel sous le détroit de Bering. Oui, vous avez bien entendu. En substance, il a subtilement fait allusion. Après la fin de la guerre, d'autres scénarios pacifiques de coopération sont possibles, y compris des projets d'infrastructures mondiaux avec la participation de la Russie. Et c'est ce que Kiev ne s'attendait certainement pas à entendre. Pendant ce temps, d'autres chiffres, beaucoup plus alarmants, commencent à faire surface depuis l'Ukraine elle-même. Selon la chaîne Telegram Résident,
on observe une augmentation brusque et avalancheuse de la désertion et de l'abandon volontaire de la partie, connue sous le nom de SZTT dans les forces armées ukrainiennes. Les chiffres varient de 300 000 officiels à 500 000 non officiels, et ce ne sont que ceux qui ont pu être enregistrés d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, attention! Chaque mois, selon les estimations des initiés, jusqu'à 20 000 combattants disparaissent des unités en première ligne. Oui, une partie d'entre eux, ce sont des blessés qui n'ont pas pu être évacués, une partie des morts, mais une grande partie, ce sont précisément ceux qui partent volontairement. Les gens ne reviennent tout simplement pas de missions de combat ou n'atteignent pas la position, pour parler franchement. Cela conduit à une pénurie critique de personnel. La mobilisation qui se déroule dans le pays ne parvient tout simplement pas à compenser ces pertes. De plus, souvent, les mobilisés sont envoyés au combat pratiquement sans préparation, sans coordination, sans matériel, sans soutien de l'artillerie. Le résultat est prévisible. Après 1 ou 2 batailles, il reste une dizaine de survivants dans le bataillon. Les autres, ce sont soit des 200 morts, soit des 500 refus. Les psychologues qui travaillent avec les militaires ukrainiens disent directement « Les combattants sont dans un état d'épuisement moral profond. Ils ne croient plus leur commandement, ne voient aucun sens au combat pour des villes qu'ils perdent de toute façon et refusent massivement d'exécuter les ordres. » Et si cette tendance se maintient, d'ici la fin de 2025, le nombre de pertes des forces armées ukrainiennes pourrait augmenter de 100 000 personnes uniquement à cause des 500, c'est-à-dire ceux qui ont refusé de servir. Cela mettra en péril toute la structure de défense, surtout si l'on tient compte du fait que la Russie, au contraire, ne fait qu'accroître la pression dans toutes les directions. Maintenant, regardons d'autres secteurs du front. Pokrovskoye-Dobropolie, c'est bien sûr le principal en ce moment, mais loin d'être la seule direction où il y a des succès. Selon le correspondant militaire Radov, les détachements d'assaut russes sont déjà entrés dans la localité de Tchakovo, du côté ouest. Dans la partie sud, des combats de rencontre ont lieu et en même temps, une offensive se développe sur Vladimirovka. La confirmation de ces données est venue des forces armées ukrainiennes elles-mêmes. Le 7e corps aéroporté d'assaut d'Ukraine a officiellement confirmé que les troupes russes avaient percé dans la partie centrale de Pokrovsk. Oui, il note qu'il y a des pertes des deux côtés et une partie des attaques ont été repoussées, mais il n'a pas été possible de contenir l'offensive générale dans son intégralité. Les nôtres se sont retranchés dans la région de la gare ferroviaire, puis ont avancé le long de la rue Djelezno-Dorojnaïa, avançant de 2 km et tenant le dépôt de locomotives et les bâtiments administratifs adjacents. Toute la jonction ferroviaire ouest est maintenant sous le contrôle de la Russie. Et c'est la logistique, le transfert de troupes, l'approvisionnement. En substance, c'est l'épine dorsale de toute la ligne de défense dans ce secteur. Sa désactivation effondre complètement le système de défense des forces armées ukrainiennes. Parallèlement, l'aviation est entrée en action à pleine puissance. Les bombes aériennes guidées russes ont pour la première fois atteint la ville de Lozaovaya. C'est un important carrefour logistique dans la région de Kharkov et jusqu'à Poltava. La distance depuis la ligne de contact est de plus de 200 km. Et c'est, entre parenthèses, un record du monde de portée de largage des bombes aériennes corrigées. Plus de 200 km/m, c'est déjà un niveau de capacité de combat totalement nouveau. Il n'y a plus d'arrière sûr ni dans les régions de Kharkov, ni dans les régions de Poltava. En outre, des succès significatifs ont été enregistrés dans la région des régions de Zaporojye et de Dnepropetrovsk. Les unités d'assaut de la 37e brigade ont effectué une percée impressionnante de près de 9,5 km entre Verbouvoye et Privolié. Un secteur d'une superficie de 16,5 km a été pris sous contrôle. Si ce rythme se maintient, la ville de Goulaïpolé se retrouvera bientôt dans un encerclement opérationnel et ensuite s'ouvrira une voie directe vers Zaporojye. Mais, comme vous le comprenez vous-même, le front moderne, ce ne sont pas seulement des tranchées et du matériel. De plus en plus souvent, un rôle clé commence à être joué par ce qui était encore récemment considéré comme secondaire.
l'énergie, la logistique, l'infrastructure, ou plutôt son absence. Ainsi, sur fond d'offensive rapide des forces armées de la Fédération de Russie, les nôtres ont commencé à détruire méthodiquement les installations de transmission de gaz. Ce ne sont pas de simples sous-stations quelque part à l'écart, ce sont des stations nodales dont dépend l'approvisionnement en gaz de villes entières. Le vice-ministre de l'énergie de l'Ukraine, Kolyosnik, l'a déclaré publiquement. Et le simple fait qu'il ait fait une telle déclaration est déjà un indicateur. Cela signifie que les problèmes sont si importants qu'il n'est plus possible de les cacher. Les frappes sont précises, mais avec un calcul chirurgical, elles frappent les stations de distribution, les pipelines principaux, l'infrastructure à travers laquelle le gaz entre dans les zones résidentielles, et sur fond d'un réseau électrique déjà pratiquement détruit. Cela transforme une soirée d'automne ordinaire dans une maison ukrainienne en un véritable chaos. Imaginez, pas de lumière, pas de gaz, pas de chauffage, pas de communication. De plus, il est important de noter ici, ce n'est plus une action ponctuelle comme c'était le cas auparavant. Auparavant, la Russie avait effectivement arrêté les frappes sur l'énergie pour des raisons humanitaires. Comme le disait alors le colonel Nakouchev, les frappes sur l'énergie sont le dernier argument et il faut l'appliquer avec prudence. Et alors, ils ont effectivement freiné, donné la possibilité à Kiev de se ressaisir, mais maintenant, tout est différent. Selon ce même Nakouchev, cette fois, l'objectif est bien plus profond, non pas simplement frapper, mais contraindre à la paix, de manière cohérente, avec soin, mais sans arrêt. Tant que Kiev ne s'assoira pas lui-même à la table des négociations, les frappes se poursuivront. C'est dit directement, il n'y aura plus de moratoire. Poutine, selon des informations provenant d'initiés, a directement exprimé cette ligne lors d'une récente conversation avec Trump. Il dit que les frappes seront dosées pour donner une chance de se ressaisir, mais si cela ne se produit pas, alors étape par étape, toute l'infrastructure critique tombera dans l'oubli. Kiev, évidemment, espérait qu'il ne frapperait bien pas l'énergie et s'est trompé car il a lui-même frappé en premier les raffineries de pétrole dans les profondeurs de la Russie. La réponse est venue rapidement. Maintenant, des vagues de coupures de courant se produisent dans tout le pays. De plus, ce ne sont pas des villages éloignés, mais de grandes villes. La lumière disparaît non pas pour 1 heure ou 2, mais pour une journée et parfois même plus longtemps. Les gens sont assis sans chauffage, la communication mobile fonctionne par intermittence. Dans les villes, il y a un chaos de transport. C'est particulièrement difficile dans les régions de l'Est, là où le front est proche et que la logistique ne tient qu'à un fil. Pour en revenir à Pokrovsk, les combats se poursuivent avec une force inébranlable. Les forces armées ukrainiennes ont officiellement reconnu que des groupes d'assaut des forces armées de la Fédération de Russie étaient entrés dans le centre de la ville, avaient atteint la gare ferroviaire, s'y étaient retranchés et menaient maintenant des affrontements acharnés dans les rues adjacentes. Dans le même temps, de notre côté, les assauts se font simultanément depuis plusieurs directions, et non de front, mais en contournant, en entrant par l'arrière. Les soldats du 7e corps aéroporté d'assaut d'Ukraine reconnaissent qu'une partie des groupes d'assaut russes ont été détruits, mais cela n'a pas permis d'arrêter l'offensive générale car la pression est constante, sans relâche, et les réserves que Kiev y transfère en panique n'ont tout simplement pas le temps de prendre position, tombant sous les frappes alors qu'elles sont encore en approche. Et ici, non seulement les officiers, mais aussi ceux qui essayaient de se taire auparavant ont commencé à parler à pleine voix. Les volontaires, les journalistes, les blogueurs, les vétérans. La question principale qui se pose de plus en plus souvent en accès libre. Pourquoi tenir Pokrovsk s'il n'a plus de valeur stratégique ? La ville s'est transformée en un piège. Les ressources investies dans sa défense sont gaspillées sans aucun sens. De plus, littéralement, les unités transférées de Kharkov et des régions de Soumy, de la direction de Zaporozhye, ont affaibli d'autres secteurs du front. En conséquence, la région de Kharkov s'est retrouvée pratiquement sans couverture. Et c'est déjà une menace non seulement militaire, mais aussi d'une ampleur politique. Parce que si les forces armées russes entrent à Kupiansk, ce ne sera pas simplement la perte d'une autre ville. Ce sera un coup dévastateur à la confiance en Syrski, Zelensky et tout le système de commandement.
Car alors se posera pleinement la question, comment peut-on gérer une armée si les décisions ne sont pas prises de manière stratégique, mais selon le principe on éteint l'incendie là où il brûle le plus fort? Et sur fond de toute cette confusion dans le commandement des forces armées ukrainiennes, un travail systématique et méthodique de nos forces se poursuit sur le terrain. Et pas seulement près de Pokrovsk, bien que ce soit le point le plus chaud, il y a des progrès dans les régions voisines et sur un front plus large. Et ce qui est important, ce ne sont pas des succès spontanés et aléatoires. Cela fait partie d'un tableau d'ensemble réfléchi. Par exemple, de plus en plus de messages apparaissent sur le mouvement de nos forces dans la direction de Dobropoli. Si l'on regarde la carte, cela devient évident. En substance, un encerclement planifié de l'agglomération de Pokrovsk, Mirnograd, Dobropoli est en cours. De plus, l'offensive ne se fait pas sur une seule ligne, mais de différents côtés par des coins, comme disent les militaires. L'un de ces coins est passé par Chakovo. Nos détachements d'assaut y sont entrés du côté ouest, et cela a été une surprise totale pour les forces armées ukrainiennes. Pourquoi ? Parce que la frappe était attendue du sud, où la ligne de front était plus dense. Dans la partie la plus méridionale, entre Pokrovsk et Vladimirovka, de violents affrontements de rencontres ont lieu. De nouvelles unités des forces armées ukrainiennes y sont transférées. Mais c'est précisément dans cette région que la logistique ukrainienne a déjà commencé à s'effondrer. Le transfert des réserves est compliqué, les itinéraires sont soumis à des tirs constants et le matériel est souvent à bout de ressources. Il n'y a pas de base de réparation, le carburant arrive avec des interruptions et même la communication fonctionne de manière instable. Et sur ce fond, les forces armées ukrainiennes ont une fois de plus confirmé que la partie centrale de Pokrovsk est sous le contrôle de la Russie. Ce ne sont plus de simples rumeurs provenant des chaînes Telegram, mais des données officielles du 7e corps aéroporté d'assaut. Ils notent que les nôtres ont pris la gare ferroviaire, ont avancé vers le nord et ont pris d'importants bâtiments administratifs, y compris le dépôt de locomotives. De là a commencé le mouvement le long de la rue Jelezno-Dorojnaïa, et aussi symbolique que cela puisse paraître, c'est précisément la voie ferrée qui est devenue l'autoroute le long de laquelle la logistique de la défense ukrainienne s'effondre. Les ingénieurs des forces armées ukrainiennes ont tenté de miner les voies, de faire sauter les ponts, mais dans de nombreux cas, il était déjà trop tard, et le fait que les nôtres se soient retranchés dans ces régions signifie que le plan a fonctionné. De plus, toute la jonction ferroviaire ouest est passée sous le contrôle des forces armées de la Fédération de Russie. Et ce n'est plus seulement un succès tactique, c'est un contrôle stratégique sur l'approvisionnement de l'ennemi. Maintenant, revenons à l'aviation d'assaut, peut-être l'un des épisodes les plus retentissants de ces derniers jours, et la frappe de bombes aériennes corrigées sur les villes de Lozaovaya et Poltava. Ce sont d'importants carrefours logistiques qui se trouvent à plus de 200 km de la ligne de front. Oui, vous avez bien entendu, plus de 200 km d'échoir, c'est déjà un record du monde pour de telles armes et il a été établi par nos forces aérospatiales. En substance, il n'y a plus d'arrière sûr ni dans la région de Kharkov, ni dans la région de Poltava, et encore moins dans les régions éloignées du centre de l'Ukraine. Cela change radicalement toute la situation. Auparavant, les forces armées ukrainiennes avaient au moins un niveau arrière de réserve où il était possible de retirer le matériel, de le réparer, de regrouper les unités. Maintenant, il est également sous le feu. Il n'y a plus aucune garantie qu'un entrepôt ou un quartier général à 200 km du front sera en sécurité. Et maintenant, déplaçons-nous vers le sud, vers la direction de Zaporojye. Ici, ces dernières semaines, tout se développe tout aussi rapidement. Dans la région des localités de Verbouvoïe et Privolié, qui ont longtemps semblé être un secteur gelé, nos unités de la 37e brigade ont littéralement avancé de près de 10 km en quelques jours. Un secteur de 16 km a été pris sous contrôle et ce n'est plus un succès tactique mais un succès opérationnel à part entière. Avec une telle dynamique, la ville de Goulaïpolé se retrouvera bientôt dans un encerclement opérationnel. Si elle tombe, une voie directe vers Zaporojye s'ouvrira. Pour l'instant, ce sont des plans possibles, mais pas après pas, ils deviennent de plus en plus réels. Maintenant, déplaçons-nous dans la région de Dnepropetrovsk. Là, pour la première fois depuis longtemps,
une avancée active de nos forces a été notée. Après que les forces armées ukrainiennes ont quitté Novopavlovka, toute la ligne de défense est devenue lâche. La localité de Pokrovskaya était menacée et si elle tombe également, une route pratiquement directe vers Pavlograd s'ouvre ensuite. C'est cette direction qui inquiète le plus le commandement de l'OTAN en Europe car Pavlograd n'est pas seulement une ville, c'est un nœud de transport et d'énergie extrêmement important. La perte de contrôle sur lui privera les forces armées ukrainiennes de la connexion entre deux groupements clés, le sud et l'est. Et c'est déjà un jeu à perte, même sans la participation directe de l'infanterie russe, simplement parce que le matériel et les personnes ne pourront pas se déplacer rapidement entre les secteurs du front. Sur ce fond, Kiev reconnaît que les frappes sur les installations de gaz et de transmission d'électricité sont devenues critiques. Le pays connaît une pénurie de carburant, de gaz et d'électricité. Si auparavant les coupures étaient locales, maintenant ce sont des vagues de coupures de courant dans tout le pays. Une frappe sur une sous-station dans une région affecte les régions voisines et lorsque les arrière-ciels sont privés d'électricité, le front en souffre également. Que fait Kiev? Pour l'instant, il ne fait que déclarer qu'il continuera à résister, que l'ennemi ne passera pas, que le monde ne nous abandonnera pas. Mais même en Ukraine même, la question principale se pose de plus en plus fort. Y a-t-il une stratégie? Parce que toutes les actions du commandement des forces armées ukrainiennes ressemblent de plus en plus à une course avec un seau d'eau entre les coins brûlants de la maison, où ils ont éteint, là ça s'est calmé pendant un moment, et sur les côtés, les flammes sont déjà en train de flamber. Voici comment cela est formulé dans la même chaîne Telegram ukrainienne Spletnitsa. Il est impossible de gagner une guerre si l'armée est gérée selon le principe de la réaction et non d'un plan. Et en effet, tout ce qui se passe actuellement, ce n'est plus une guerre le long de la ligne de front, mais une guerre d'usure. Une guerre où ne gagne pas celui qui lance le plus de personnes à l'attaque, mais celui qui a suffisamment de ressources, de logistique et de patience stratégique. Et à en juger par la situation actuelle, l'initiative passe de plus en plus dans les mêmes mains.